Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc voilà, comme Jérôme le disait, nous sommes un groupe de chercheurs qui travaillent sur la formation des planètes, donc les planètes de notre système solaire, les planètes autour des autres étoiles, et donc avec la question sous-jacente, est-ce qu'il y a d'autres terres ailleurs, qu'est-ce qu'on doit s'attendre. Donc ma conférence sera sur ces sujets, et c'est une science qui est en plein essor, surtout grâce à la découverte des planètes autour d'autres étoiles. Donc, évidemment, on s'attendait qu'il existe des planètes autour d'autres étoiles. Déjà dans le XVIe siècle, Giordano Bruno avait mis l'hypothèse que toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel la nuit sont l'équivalent du Soleil. Et donc, comme le Soleil pouvait être entouré d'un cortège de planètes, dont certaines planètes pouvaient même abriter la vie. Alors, au XVIe siècle, c'était une idée un peu dangereuse à émettre. D'ailleurs, Giordano Bruno a été brûlé comme hérétique à Rome, à place Campo del Fiore. Mais les idées ont continué. Mais vraiment, un point d'étape essentiel, c'est vraiment les passages de cette discussion, est-ce qu'il existe des planètes ailleurs que dans les systèmes solaires, du domaine de la philosophie ou de la religion au domaine de la science. Et ça s'est fait en 1995, c'est vraiment une date pivot, quand deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, à partir d'un télescope à l'Observatoire d'Haute-Provence, ont découvert la première planète extrasolaire. Donc la première planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Et pour cette découverte qui a vraiment changé la science, notre discipline, ces deux chercheurs ont reçu le prix Nobel en 2019. Avec un peu de retard, parce que la découverte 95, prix Nobel 2019. Donc les comités ne sont pas très réactifs, mais c'est bien mérité. Donc la planète que Mayor et Queloz ont découvert, c'est une planète qui se trouve autour d'une étoile de la constellation du Pégase, qu'on appelle l'étoile numéro 51 de la constellation du Pégase. C'est une planète qui a à peu près la masse de Jupiter, donc une planète de masse jovienne. Mais tout de suite, on est resté étonné de cette découverte parce que Jupiter, donc une masse analogue, se trouve assez distant du Soleil. La distance de Jupiter du Soleil est 5 fois la distance de la Terre du Soleil. Donc Jupiter est loin. Alors que cette planète, qui a la masse de Jupiter, elle se trouve très très près à son étoile. Elle se trouve à 1/10 de la seule distance Soleil-Mercure, donc un 20e, un 30e de la distance Terre-Soleil. Donc on s'attendait que les planètes comme Jupiter soient loin, à l'instar de Jupiter, et là on les retrouve cette planète jovienne à côté de son étoile. Donc c'était une découverte sensationnelle, parce que montrait quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'on parle de découvrir les planètes extrasolaires, voir les planètes extrasolaires, mais comment est-ce qu'on découvre ces planètes extrasolaires? Bon, la plupart des planètes extrasolaires, en fait, sont déduites, ne sont pas vues directement. Parce que, évidemment, les étoiles sont lointaines, les planètes sont proches de l'étoile, les étoiles sont très brillantes, parce qu'elles brillent des lumières propres. Les planètes ne brillent pas de lumière propre, les planètes réfléchissent un peu la lumière de l'étoile. Et donc, on ne peut pas les voir directement. Alors, comment est-ce qu'on découvre les planètes? Et aujourd'hui, on a découvert, les collègues ont découvert plus de 5000 planètes autour des autres étoiles, quelques 1000 systèmes planétaires. Donc, il y a plusieurs techniques. Une technique, celle employée par Michel Mayor et Didier Queloz pour découvrir la première, par exemple, joue sur le fait que quand on dit qu'une planète, quand on dit qu'une planète tourne autour de son étoile, en réalité, il n'y a pas seulement la planète qui tourne autour de l'étoile, mais l'étoile bouge aussi. Parce que aussi bien l'étoile que la planète doivent tourner autour du barycentre commun. Donc la planète fait une orbite autour du barycentre et l'étoile fait aussi une petite orbite autour du barycentre. Donc l'étoile bouge. Donc quand vous regardez l'étoile dans son mouvement, dans une partie de l'orbite, elle s'approche à vous, dans l'autre partie de l'orbite, elle s'éloigne de vous. Et ce mouvement radial par rapport à l'observateur change la couleur de la lumière. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, que vous connaissez tous en acoustique. Quand il y a une ambulance qui arrive vers vous, le son est plus aigu. Quand l'ambulance s'éloigne de vous, les sons deviennent beaucoup plus graves. Et l'effet Doppler en lumière est exactement l'analogue. Donc, quand l'étoile s'approche de vous, la longueur d'onde de la lumière devient plus courte. Donc, la lumière de l'étoile vire vers le bleu. Et quand elle s'éloigne, elle vire vers le rouge. Donc, vous pouvez détecter que la lumière de l'étoile, périodiquement, change de bleu à rouge, de rouge à bleu, de bleu à rouge, et ainsi de suite. Et donc, vous mesurez qu'il y a un mouvement périodique de l'étoile. Et à partir de ça, vous pouvez déduire qu'il y a quelque chose qui fait bouger l'étoile, donc à notre corps.
Et vous avez la période d'oscillation de l'étoile, ce sera la période orbitale de la planète. Et l'amplitude de l'oscillation de l'étoile vous dira la masse de la planète que vous ne voyez pas, mais que vous déduisez donc par rapport à la masse de l'étoile. Donc, c'est une des techniques pour déterminer l'existence des planètes autour d'étoiles. Une autre technique est les techniques des éclipses. Si, dans certains cas, l'orbite de la planète peut être complètement alignée avec votre point de vue, et donc ça veut dire que la planète, une fois par orbite, passe devant son étoile. Et une fois par orbite, elle passe derrière. En passant devant l'étoile, évidemment, elle en cache un tout petit peu, crée une éclipse, un peu comme quand on a les éclipses du Soleil, parce que la Lune se met entre nous et le Soleil. La différence que la Lune cache complètement le Soleil, donc la nuit tombe, alors là, la planète est vraiment petite par rapport à l'étoile, donc il y a juste une petite chute de luminosité qui est très faible, mais quand même détectable. Et donc, quand on regarde l'évolution de la luminosité de l'étoile, on voit que périodiquement, la luminosité de l'étoile baisse et puis remonte, et ça correspond au passage de la planète devant l'étoile. Là aussi, donc, vous avez une baisse de l'étoile périodique à chaque période orbitale de la planète. Donc, vous pouvez mesurer la période orbitale de la planète. Et l'amplitude de cette chute de luminosité vous dit la taille de la planète par rapport à la taille de l'étoile. Donc là aussi, vous déduisez l'existence d'une planète sans proprement la voir, sinon son ombre qui cache un peu la lumière de l'étoile de temps en temps. Seulement dans des cas exceptionnels, on peut vraiment voir les planètes. C'est ce qu'on appelle l'imagerie directe. L'imagerie directe est très difficile parce que l'étoile est très brillante, mais on a aujourd'hui des techniques dites de coronographie qui permettent d'éteindre l'étoile centrale. Et la communauté française est particulièrement forte dans cette technique de coronographie. Si vous arrivez à éteindre l'étoile centrale, alors peut-être vous commencez à voir les planètes autour, parce qu'il y a plus ces contrastes de luminosité qui étaient gênants. Évidemment, vous pouvez seulement découvrir des planètes qui sont suffisamment loin de l'étoile, sinon quand vous cachez la lumière de l'étoile, vous cachez la lumière de la planète avec. Il faut que les planètes soient grandes et brillantes. Donc, normalement, c'est des planètes, vous découvrez seulement des planètes géantes, comme Jupiter, voire plusieurs fois la masse de Jupiter, et très jeunes, parce que les planètes jeunes brillent des lumières propres, parce qu'elles sont très chaudes à cause de leur accrétion. Mais c'est le cas. Et dans certains cas, on a découvert des planètes par cette technique. Donc, cette série d'images vous montre 4 planètes qui tournent autour d'une étoile, HR 8, 7, 9, 9. Et ce n'est pas un dessin à l'ordinateur, ce n'est pas une animation, c'est une série de photos prises à des dates différentes, à partir de 2010 jusqu'à 2019. Et donc, avec les temps, vous voyez vraiment les planètes bouger. Donc là, vous êtes en train de regarder, ça c'est bluffant, un système planétaire qui est en train d'orbiter autour de son étoile centrale. Donc, un système planétaire en évolution. Et franchement, quand je commençais ma carrière en 1990, si on m'avait dit qu'un jour on aurait vu ça, je n'y aurais jamais cru. C'était vraiment impressionnant. Et il y en a plusieurs cas comme ça découverts à ce jour. Alors, avant de présenter l'ensemble des planètes extrasolaires, revenons tout petit peu sur notre planète, notre système solaire, donc notre système à nous, pour voir un peu quelles sont ses caractéristiques générales. Donc, notre système solaire est très bien structuré. Les planètes se partagent en 2 groupes. Donc, plus près du Soleil, on a les groupes de planètes telluriques, sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars, en ordre de distance du Soleil. Ce sont des planètes relativement petites, la Terre est la plus grosse entre elles, sont des planètes rocheuses, même si la Terre est une atmosphère, Vénus est une atmosphère, en termes de masse, la masse de l'atmosphère est complètement négligeable par rapport à la masse totale de la planète. Donc, ce sont des planètes rocheuses. Et plus loin, on trouve un deuxième groupe de planètes, donc ce sont les planètes géantes, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont plus loin, donc Jupiter a une distance qui est 5 fois la distance Terre-Soleil, Saturne 9, Uranus et Neptune 20 et 30. Donc elles s'appellent planètes géantes à juste titre, parce qu'elles sont très grandes, très massives. Jupiter pèse 300 fois la Terre, Saturne 100 fois la Terre, Uranus et Neptune 15-17 fois la Terre. Mais ce ne sont pas seulement des planètes très grandes, ce sont des planètes différentes. Alors que les planètes telluriques sont rocheuses, les planètes géantes sont gazeuses. Et pour Jupiter et Saturne, la plupart de la masse de ces 2 planètes sont faits de gaz, d'hydrogène et l'hélium, les mêmes gaz qui composent le Soleil. Par exemple, Jupiter, 300 masses terrestres, de ces 300 masses terrestres, 260 masses terrestres sont d'hydrogène et d'hélium.
Uranus et Neptune sont un peu intermédiaires. Donc là, ce sont des planètes qui ont une atmosphère d'hydrogène et d'hélium, de quelques masses terrestres, mais probablement la plupart de leur masse est dans des éléments solides à leur intérieur. Mais certainement, il y a beaucoup de gaz, et les mêmes gaz qui composent le Soleil, qui sont complètement absents ici, puisque notre atmosphère n'est pas faite d'hydrogène, elle est faite d'azote. Voilà. Les orbites des planètes du système solaire sont toutes sous le même plan, pratiquement, en une approximation près, et sont toutes circulaires, pratiquement. Donc, on pensait que tout système planétaire aurait dû avoir à peu près les mêmes caractéristiques du système solaire, parce que les lois de la physique sont universelles, ça c'est une croyance générale de la science. Donc les lois de la physique sont universelles. Si les lois de la physique ont abouti à un système ainsi, sans doute, autour des autres étoiles vont aboutir à des systèmes équivalents. Donc on s'attendait, avant la découverte des planètes extrasolaires, à ce qu'il y ait près de l'étoile des petites planètes rocheuses de type tellurique et loin des planètes géantes de type gazeuse. Et donc, vous voyez que la découverte de 51 PEC-B a été une véritable révolution, parce que là, on découvre un Jupiter qui n'est pas ici, et un dixième de la distance Terre-Mercure. Mais cette planète découverte par Major et Queloz n'est pas du tout planète isolée. Donc ici, je vous montre toutes les planètes extrasolaires découvertes jusqu'à récemment. Donc chaque point, c'est une planète extrasolaire. L'axe des X vous montre la distance à l'étoile centrale, une unité astronomique qui est l'étalon que nous utilisons pour mesurer les distances, qui est la distance Terre-Soleil. Et l'axe vertical montre la masse de la planète en masse de Jupiter. Donc ici, vous avez 4 planètes du système solaire, Vénus, la Terre, Jupiter et Saturne, pour vous planter le décor. Et vous voyez les planètes extrasolaires découvertes à ce jour. Alors celles qui sont en bleu ont été découvertes par vitesse radiale, par effet Doppler, comme je vous expliquais tout à l'heure. Celles en rouge ont été découvertes par éclipse. Celles ici en orange par imagerie directe, mais bon, peu importe. Ce qui est intéressant est de remarquer que les planètes extrasolaires découvertes à ce jour tendent à tomber sur ce diagramme dans une région qui est différente de la région où nous avons nos planètes, soit telluriques, soit géantes. Donc, vont occuper une région de l'espace des paramètres qui, dans notre système solaire, est vide. Et en plus, se regroupent en 3 groupes, on les voit à l'œil. Donc, il y a un groupe qu'on appelle les groupes de Jupiter chaud, parce que ce sont des planètes qui ont une masse comparable à la masse de Jupiter, vous voyez, c'est la même hauteur sur l'axe vertical, mais se trouvent très très près à l'étoile centrale, comme 51 PEC-B. Donc étant très près à l'étoile centrale, sont fortement irradiés par l'étoile, sont chaudes. L'atmosphère est vraiment physiquement chaude. Plus loin, on a un deuxième groupe, aussi des planètes de masse comparable à la masse de Jupiter, mais sont plus loin des planètes chaudes, donc on les appelle les planètes tièdes, parfois planètes froides. Moi, j'aime mieux dire planètes tièdes pour souligner que la plupart des planètes géantes que nous découvrons sont quand même à des distances à l'étoile centrale comparables à la distance de la Terre au Soleil. Donc, ce sont des planètes comme Jupiter qui se trouvent à la place de la Terre. Et si on fait des études statistiques, etc., on voit qu'il y a aussi des planètes qui sont plus loin, mais le nombre de planètes décline, diminue à fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'étoile centrale. Et il y a des planètes à la distance de Jupiter, mais c'est une sorte de minorité. Donc ça, c'est le groupe de Jupiter tiède. Et après, il y a un troisième groupe, le plus nombreux, qui est le groupe appelé des super-terres. Donc ça, elles s'appellent super-terres parce qu'elles sont un peu plus massives de la Terre. Donc voilà, en fait, une masse intermédiaire entre la masse de la Terre et la masse d'Uranus et Neptune. Parfois, on les appelle aussi mini-Neptune. Ça dépend un peu de quel point de vue on regarde. Et les super-terres aussi ont tendance à être plus près à l'étoile centrale que Vénus et la Terre le sont du Soleil. Donc ce qu'on peut retenir de toutes les découvertes faites au jour d'aujourd'hui est que environ 50 à 70% des étoiles ont des planètes qui n'ont pas d'analogue chez nous. Nous n'avons pas de Jupiter chaud, nous n'avons pas de Jupiter à la place de la Terre, nous n'avons pas de super-Terre près du Soleil. Donc 50 à 70% des étoiles ont des planètes que nous n'avons pas ici. L'autre chose qu'on peut remarquer est que, à l'exception de Jupiter, on n'a pas encore découvert d'autres planètes extrasolaires semblables en termes de masse et distance orbitale à Vénus et la Terre, ou Saturne, ou Uranus et Neptune. Alors ça, c'est par contre le résultat d'un biais observationnel. Découvrir des planètes analogues aux nôtres autour d'autres étoiles est très très difficile parce que nos planètes sont plutôt petites et plutôt lointaines de l'étoile. Donc aussi bien la technique des transits
que la technique des vitesses radiales devient très inefficace. Et donc la seule planète du système solaire, avec les instruments d'aujourd'hui, on est capable de découvrir autour d'une autre étoile, autrement dit, la seule planète du système solaire qu'on verrait avec notre technologie sans regarder le système solaire à partir d'un autre système, est Jupiter. Et donc, si on veut se demander quelle est la fréquence, quelle fraction des étoiles habite un système comme les systèmes solaires, aujourd'hui, vu qu'on sait seulement détecter l'équivalent de Jupiter ailleurs, on ne sait pas détecter l'équivalent de la Terre, etc., cette question, du point de vue observationnel, doit être réécrite en cette question. Donc, quelle est la fréquence du couple Soleil-Jupiter, parce que la seule planète qu'on peut observer ailleurs, c'est Jupiter. Donc, allons voir quelle est la réponse à cette question. C'est une question à laquelle on peut répondre observationnellement aujourd'hui. Donc, les étoiles, il y en a beaucoup. Dans un rayon de 30 années-lumière du Soleil, il y a 414 étoiles. Mais c'est vrai qu'on dit que toutes les étoiles sont des soleils, mais elles ne sont pas tout à fait identiques au Soleil. Les étoiles peuvent avoir une grande variété de masses, des tailles, des températures. Et en fait, il y a beaucoup plus d'étoiles qui sont petites, froides et rouges, que grandes, brillantes et blanches. Notre Soleil à nous est une étoile de type G, donc une étoile de masse intermédiaire, et seulement 10% des étoiles dans notre voisinage solaire sont du type G. La plupart sont des petites étoiles qui sont froides, rouges et sombres. Après, on sait donc quelle est la fréquence, la probabilité qu'une étoile ait une planète géante autour d'elle. Et on trouve que 10% des étoiles seulement ont des planètes de masse jovienne. Mais de ces planètes de masse jovienne, beaucoup sont bien plus près à l'étoile que Jupiter, d'autres ont des distances peut-être comparables à Jupiter, mais ont des orbites qui sont très elliptiques. Vous voyez, l'orbite de Jupiter est pratiquement circulaire autour du Soleil, et la plupart des planètes des masses joviennes qu'on découvre autour des autres étoiles, soit elles ont des petites orbites, donc de Jupiter chaud, soit elles ont des orbites elliptiques, très allongées, comme celle-ci, qui passe près de l'étoile centrale au périhélie et loin de l'étoile centrale à l'aphélie. Et seulement environ 10% des planètes des masses de Jupiter ont une orbite semblable à celle de Jupiter. Donc on peut faire la probabilité combinée, donc le produit de toutes ces probabilités. Donc seulement 10% des étoiles sont semblables au Soleil, seulement 10% des étoiles solaires ont une planète de masse jovienne, mais seulement 10% des planètes de masse jovienne ont une orbite comparable à l'orbite de Jupiter. Et après, on peut rajouter que dans notre système solaire, il n'y a pas de super-Terre, sont autour d'à peu près la moitié des étoiles. En fait, il paraît que seulement 10% des étoiles n'ont pas de planète plus proche que Mercure à elle. Donc, si vous faites ces produits de probabilité, vous trouvez 0,01%, 1 sur 10 000. Donc, seulement une étoile sur 10 000 a quelque chose qui ressemble au système solaire. Donc, un Jupiter comparable vraiment à Jupiter et n'a pas d'étoiles, n'a pas de planète plus près d'elle que Mercure l'est du Soleil. Donc, ça veut dire déjà, du point de vue observationnel, que les systèmes solaires, on les retrouve tout au plus autour d'une étoile sur 10 000. Évidemment, le système solaire est plus complexe que les simples couples Soleil-Jupiter, donc on peut s'attendre que le système solaire soit encore plus rare que ça, donc soit encore plus rare qu'autour d'une étoile sur 10 000. C'est assez révolutionnaire, parce qu'on pensait vraiment que le système solaire soit les systèmes planétaires génériques qu'on aurait trouvés autour de toutes les étoiles. Donc, il faut comprendre pourquoi il y a une telle diversité des systèmes planétaires dans la galaxie, pourquoi les systèmes solaires sont si rares et pourquoi aussi même les systèmes extrasolaires peuvent être très différents entre eux. Donc, pour comprendre ça, il faut décrire, comprendre un tout petit peu comment les planètes se forment. Et ça, c'est typiquement mon travail. Moi, je suis plutôt un théoricien, pas un observateur. Donc, je vais maintenant vous introduire un peu l'ABC de la formation planétaire. Alors, ça peut devenir un peu plus compliqué. Moi, j'aime bien dans les conférences publiques, à un moment donné, essayer d'expliquer quelque chose qu'on ne trouve pas trop dans les livres. Ça va être 10 minutes peut-être un peu plus compliqué, mais après, on reviendra sur des choses plus générales et plus faciles à suivre. Donc, n'ayez pas peur. Donc, comment se forment les planètes? Alors, on
On sait que les planètes se forment au même temps que l'étoile. Donc, quand une étoile se forme, elle accrète du gaz, du nuage interstellaire, mais pas tout le gaz tombe sur l'étoile centrale. Une partie du gaz, il doit s'étaler et former un disque autour de l'étoile qu'on appelle les disques protostellaires ou disques protoplanétaires. Alors, pour la petite histoire, l'existence de ces disques a été prédite au XVIIIe siècle par Pierre-Simon de Laplace sur la base d'arguments mathématiques. À l'époque, c'était un modèle. Aujourd'hui, c'est un fait observationnel. Parce que quand on regarde les étoiles jeunes, on voit que toutes les étoiles jeunes sont entourées d'un disque. Et ce disque est fait de quoi? Est fait des mêmes gaz qui composent l'étoile, donc l'hydrogène et l'hélium, mais fait aussi des tas de petites poussières. Et ces poussières, donc, on retrouve dans les disques, elles bougent avec les gaz, mais pas tout à fait comme les gaz. Et donc, il y a des phénomènes un peu hydrodynamiques qui permettent aux poussières de parfois se regrouper entre elles pour former des grumeaux de poussière, des amas de poussière. Et ces amas de poussière, de temps en temps, peuvent être suffisamment massifs que leur gravité globale tient toutes les poussières ensemble. Et donc, les poussières ne peuvent plus se disperser, elles peuvent seulement sédimenter les unes sur les autres et former un corps qu'on appelle, un petit corps qu'on appelle un planétésimal. Donc, un planétésimal, c'est un objet d'environ une centaine de kilomètres. Et vous pouvez imaginer les astéroïdes qui se trouvent aujourd'hui entre Mars et Jupiter, ou les objets transneptuniens, qui se trouvent, comme le nom le dit, au-delà de Neptune, comme les reliques des planétésimaux dans notre système solaire, faits des roches et des glaces. Donc les planétésimaux ne sont pas des planètes, ce sont des objets bien plus petits, hein, comme les astéroïdes. Donc il faut encore passer de la phase des planétésimaux à la phase des planètes. Cette deuxième phase a lieu parce que les planétésimaux peuvent commencer à rentrer en collision entre eux. Maintenant, ils ont une certaine gravité, ils sont petits mais pas négligeables. Donc, quand deux planétésimaux rentrent en collision entre eux à faible vitesse, leur gravité commune les colle, et donc pour former un planétésimal plus grand. En plus, ces planétésimaux qui grandissent par collision mutuelle se trouvent toujours immergés dans un disque de gaz et de poussière, et peuvent donc capturer les poussières qui passent près d'eux. Et ça aussi, c'est une source de masse qui permet de les faire grossir. C'est ainsi qu'on peut passer de myriades de planétésimaux à quelques dizaines de protoplanètes, donc d'objets qui peuvent avoir des tailles qu'on va voir, hein, donc ils sont plus grands que les petits corps, mais pas encore tout à fait la taille des planètes. Et la taille de ces corps, justement, dépend d'où ils se forment dans les disques. Parce que dans les disques, il y a différentes températures. Il fait très chaud près de l'étoile, il fait très froid loin de l'étoile. C'est intuitif. Donc, selon la température dans les disques, vous avez différents matériaux qui sont à l'état solide. Si vous êtes dans la partie interne du disque où il fait très chaud, seulement les matériaux réfractaires seront sous forme solide, comme les silicates, par exemple, le calcium, l'aluminium. Si vous êtes loin, là où il fait froid, vous avez des éléments plus volatiles qui deviennent solides aussi, comme l'eau, par exemple. L'eau sera sous forme de vapeur si vous êtes dans la partie chaude du disque, mais sera sous forme de glace si vous êtes dans la partie froide et distante du disque. Et donc, on imagine qu'il y a une distance limite dans les disques qu'on appelle la ligne des glaces, en deçà de laquelle, si vous voulez faire une planète, vous pouvez seulement utiliser des poussières silicatées, donc poussières réfractaires, mais au-delà de laquelle, vous avez aussi la glace à disposition. Donc, vous avez plus de matière à disposition. Et en plus, la glace est très collante. Donc, quand vous avez des grains de glace, ils peuvent s'unir pour former des grains plus gros. Alors que les silicates ne sont pas très collants. D'ailleurs, tout le monde va se jouer aux boules de neige, mais on ne joue pas aux boules de sable, hein, sauf si vous mouillez la sable. Donc, tout est réuni pour que les protoplanètes les plus grandes se fabriquent au-delà de la ligne des glaces. Et en deçà de la ligne des glaces, on puisse fabriquer seulement des protoplanètes plus petites. Donc, on imagine qu'à l'intérieur de la ligne des glaces, les protoplanètes qu'on peut former aient des masses de l'ordre, bon, ça peut dépendre d'un disque et l'autre, mais disons plus petites que la Terre, typiquement. Et au-delà de la ligne des glaces, on puisse former des protoplanètes de quelques masses terrestres. Et ça, jusqu'ici, tout ce que je vous ai décrit, c'est assez standard. Donc, on imagine que jusqu'à cette étape de l'évolution, à peu près toute étoile est autour d'elle un système à peu près similaire. Donc d'où vient cette diversité? Pourquoi le système solaire est si rare? Pourquoi les systèmes planétaires peuvent être si différents entre eux? Parce qu'il y a une autre loi de physique qui dit que quand une planète se forme, en particulier si elle est suffisamment massive, elle commence à perturber les disques,
Et donc le disque fait sa vendetta personnelle et donc perturbe la planète. Et la conséquence de cette perturbation du disque sur la planète fait migrer la planète vers l'étoile. Et il fait migrer la planète d'autant plus rapidement que la planète est grande. Et là, donc, on a un système instable, parce qu'à l'intérieur, on a des petites planètes qui migrent très peu, et à l'extérieur, on a des plus grandes planètes qui migrent beaucoup. Donc, le résultat est que les planètes commencent à se croiser d'orbite. Et on commence à perturber cet ordre initial et à la chambouler complètement. Et ça pourrait être une des raisons, peut-être pas la seule, mais une des raisons qui induit une grande diversité entre les systèmes planétaires, parmi les systèmes planétaires, parce que du moment où les planètes commencent à changer d'orbite, à croiser les orbites réciproquement, à avoir des rencontres proches, voire des collisions, évidemment, il y a une grande panoplie d'événements possibles et de solutions finales possibles. Donc, je vais vous montrer quelques exemples, sans aucune ambition d'être exhaustif sur tous les types d'évolution possibles des systèmes planétaires, mais juste pour vous montrer 3 exemples qui vont aboutir à des systèmes radicalement différents entre eux. Donc, commençons par les 4 types. Donc, comme j'ai dit, donc, il y a une étoile, il y a un disque, les triangles représentent les disques des gaz et des poussières, il y a une ligne de glace, donc on forme de toutes petites planètes à l'intérieur. Là, j'ai mis les 4 planètes telluriques à nous, juste pour marquer un point de référence sur l'échelle des distances. Donc, on a des petites planètes silicatées à l'intérieur, on a des plus grandes planètes qui se sont formées au-delà de la ligne de glace. Et qu'est-ce qu'elles font, ces planètes? Bon, elles vont migrer vers l'intérieur. Donc, dans ma simulation, ça, ce que je vous montre, c'est des simulations qu'on a fait à Nice, notamment. Bon, on peut éliminer les petites planètes parce que de toute façon, elles vont que subir les mouvements des grosses planètes. Et on lance l'animation, le temps est indiqué ici en haut. Et vous voyez qu'avec les temps, ben, voilà, les planètes, comme je vous disais, elles migrent en général vers l'étoile centrale. Donc, elles migrent, s'approchent au bord interne du disque. Le disque, en fait, ne va pas tout à fait jusqu'à l'étoile. Il y a une cavité au centre due aux effets magnétiques. Et donc, cette migration s'arrête quand les planètes arrivent au bord du disque, parce que c'est les disques qui poussent la migration planétaire, donc on ne peut pas sortir du disque. Donc, les premières planètes arrivent, s'arrêtent, les autres arrivent derrière, s'empilent. Le système peut être instable. S'il est instable, ben, des planètes rentrent en collision pour former des planètes plus grandes là, et diminuer en nombre. Et donc là, à la fin, vous avez un groupe de planètes, 5 ou 6, dont les masses que vous lisez ici sous cette échelle de couleurs vont de quelques masses terrestres à quelques dizaines de masses terrestres. Et ce système est très proche à l'étoile centrale parce qu'il est ancré au bord interne du disque qui se trouve typiquement à une distance de l'ordre d'un dixième de la distance étoile-Terre. Donc on a fait dans ces cas-là un système de super-Terre proche à l'étoile centrale, comme ceux qu'on voit autour de la plupart des étoiles. En fait. Mais évidemment, on ne le voit pas ici, et on ne le voit pas non plus autour de toutes les étoiles. Donc c'est clair que pas tous les systèmes planétaires peuvent avoir une évolution de ce type, parce que quelque chose d'autre doit arriver dans les cas où, comme dans les systèmes solaires, on ne produira pas des super-Terres au bord interne du disque. Donc qu'est-ce qui pourrait arriver de différent? Ben, pourrait arriver, par exemple, que de cette protoplanète qui se forme au-delà de la ligne des glaces, la plus interne grossisse davantage et suffisamment pour pouvoir capturer une partie des gaz du disque protoplanétaire. Donc la planète, du coup, accrète une grande atmosphère d'hydrogène et d'hélium, devient une planète géante, comme Jupiter. Et les planètes géantes migrent aussi, mais à cause de leur très grande masse, elles migrent beaucoup plus doucement que les autres protoplanètes voudraient les faire en absence de la grande planète géante. Donc ici, bon, on va faire encore une simulation. Donc on a que la planète géante bouge, mais migre doucement. Les autres planètes derrière voudraient migrer à toute vitesse et aller au bord interne du disque, comme dans l'animation que je vous ai présentée tout à l'heure. Mais il y a la grande planète à doubler. Et ce n'est pas facile de doubler. C'est un peu comme quand vous êtes sur une route en Corse, vous avez un quart de touristes, vous restez derrière hein, et c'est difficile à doubler. Parfois on peut doubler, parfois des planètes peuvent passer à travers l'orbite de la planète géante et reprendre leur course vers le bord interne du disque, mais c'est assez rare. Et donc, à la fin de la vie du disque, un disque typiquement dure 5 millions d'années, la planète géante a migré, est devenue une Jupiter tiède, typiquement avec une distance d'une unité astronomique comparable à la distance Terre-Soleil. Et les autres super-Terres ben, voilà, sont restés derrière. Et donc, on n'aura pas des super-Terres proches du bord interne du disque, parce que Jupiter, la planète géante, les a tenus derrière, comme les bus sur les routes des montagnes.
Donc ça commence à ressembler un peu au système solaire parce qu'on n'a pas de super-Terre très proches de l'étoile centrale, mais ce n'est pas tout à fait notre système solaire parce que ici on aurait Jupiter à la place de la Terre et Jupiter par contre est bien plus loin. Donc qu'est-ce qui pourrait être arrivé encore à notre système solaire pour les rendre si spécifiques? Ben, notre hypothèse est que, en fait, par chance, pas seulement la planète qui s'est formée au-delà de la ligne des glaces, la plus proche à la ligne des glaces a créé les gaz pour devenir Jupiter, mais la deuxième aussi a créé beaucoup de gaz pour devenir Saturne. Et l'interaction gravitationnelle entre Jupiter et Saturne annule pratiquement la migration de ces planètes. Et donc, ce qui se passe dans ces cas-là est que Jupiter et Saturne font pratiquement du surplace. Les autres super-terres derrière, maintenant, n'ont pas un quart de touristes à passer sur la route des montagnes, mais deux, donc ça devient pratiquement impossible. Ils restent tous derrière. Donc, ils s'empilent derrière. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, certains sont éjectés, d'autres collisionnent. Là, on en a 4, mais si vous attendez un tout petit peu, il y aura encore une instabilité qui va réduire les 4 planètes à 2. Et ça va arriver dans un instant. Et donc là, on a Jupiter et Saturne qui restent assez loin de l'étoile. Et derrière, les autres planètes qui arrivent à se combiner pour former 2 planètes d'une quinzaine de masses terrestres, tout à fait analogues à Uranus et Neptune. Donc on pense que c'est la manière dont le système solaire externe s'est assemblé grâce à l'effet gravitationnel joint entre Jupiter et Saturne. Et pour ce qui nous concerne, nous, c'était vraiment la panacée, parce que le fait que Jupiter et Saturne restent loin, ça veut dire qu'ils ont laissé intacte la partie interne du disque. Et donc la partie interne du disque n'a pas été dérangée. Et donc toute cette protoplanète silicatée, petite, dont je vous disais tout à l'heure, ben, elles ont pu tout doucement collisionner entre elles pour former des planètes telluriques, même une fois les gaz partis. Et d'ailleurs, on sait que la Terre a mis à peu près 100 millions d'années pour se former, et pas seulement quelques millions d'années comme les planètes géantes. Donc voilà, et donc voilà, donc ça laisse une région non dérangée où les planètes telluriques ont pu se former. Donc, si tout ça est plus ou moins correct, hein, c'est des modèles, donc on ne peut pas être jamais sûr à 100% des modèles, mais ça donne vraiment, ça suggère que la formation du système solaire avec ses caractéristiques particulières repose sur une série de contingences, donc des faits, d'événements qui ont eu lieu, mais qu'ils avaient chacun une faible probabilité d'avoir lieu. Et donc, par exemple, pour résumer, il faut qu'une planète au-delà de la ligne des glaces devienne Jupiter, la deuxième devienne Saturne, il n'y ait pas de migration, etc. Donc, les faits qu'il faut combiner plusieurs contingences entre elles nous fait comprendre pourquoi les systèmes solaires n'est pas les systèmes représentatifs des systèmes planétaires autour des autres étoiles, mais c'est plutôt un système rare. Et à ce point-là, évidemment, ceci nous amène à une question qui intéresse tout le monde. Sommes-nous seuls dans l'univers? Alors, il y a beaucoup d'étoiles dans la galaxie. Il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie. Il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers. Donc, le système solaire est rare. Je vous ai dit tout à l'heure, du point de vue observationnel, on peut déjà dire que le système solaire est tout au plus autour d'une étoile sur 10 000. Le système solaire est plus compliqué, donc ce sera encore plus rare que ça. Disons, je tire hasard, parce que je ne suis pas capable d'évaluer la probabilité, disons même que les systèmes solaires existent autour d'une étoile tous les millions. Donc une étoile sur 1 million. Mais il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 100 000 systèmes solaires dans la galaxie. Donc c'est beaucoup. Donc la probabilité est petite, mais certainement pas nulle. On est ici, donc la probabilité de faire un système solaire n'est pas nulle, parce que ça a eu lieu ici, et donc même si la probabilité est petite, là je dis 1 sur 1 million, le nombre d'étoiles est tellement grand, le nombre de galaxies est tellement grand, certainement il y a des systèmes solaires ailleurs. Simplement, cette faible probabilité s'est traduite en grande distance. Je vous disais tout à l'heure que dans un rayon de 30 années-lumière, il y a seulement 414 étoiles. Donc si il faut visiter 1 million d'étoiles pour trouver l'analogue du système solaire, il faut aller à 400 années-lumière. C'est dans une sphère de 400 années-lumière qu'on verra 1 million d'étoiles. Alors on peut découvrir des planètes extrasolaires à 400 millions d'années, à 400 années-lumière, ça se fait. Mais évidemment, plus on va loin, plus c'est difficile d'étudier, de caractériser ces planètes, parce que tous les signaux s'estompent avec l'inverse du carré de la distance. Donc pour moi, l'analogue est un peu celui de la loterie. Par exemple, vous faites une loterie nationale, la probabilité de gagner est petite mais non nulle. Vous avez sans doute déjà joué, vous avez
sans doute jamais gagner, mais il y a toujours quelqu'un qui gagne, parce qu'il y a toute la nation qui joue, et donc voilà, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Mais la faible probabilité s'est traduite en grande distance, donc sans doute, vous connaissez personne qui a gagné la loterie. Donc c'est quelqu'un qui est statistiquement très loin de vous, ce n'est pas un membre de votre famille, ce n'est pas votre voisin, c'est quelqu'un très loin que vous ne rencontrez jamais. Et c'est ça la signification de la faible probabilité. Et donc, ceci nous amène à discuter de ce paradoxe qu'un grand scientifique, Fermi, avait proposé déjà dans les années 30 ou 40. Donc Fermi avait dit, bon, d'accord, nous on ne sait pas encore découvrir les autres planètes, à l'époque on ne connaissait pas les planètes extrasolaires, encore moins la vie ailleurs, mais s'il y avait de la vie un peu partout, il y aurait des civilisations plus évoluées que la nôtre, pourquoi eux ne se manifestaient pas? Et ce paradoxe de Fermi, qui était un peu bon, voilà, en l'air à l'époque, devient de plus en plus contraignant parce que depuis maintenant des dizaines d'années, avec des radiotélescopes, en particulier les programmes SETI, on observe les ciels à la recherche de signaux radio et en particulier à la recherche de signaux radio artificiels. Nous, comme civilisation, nous émettons des signaux radio. À chaque fois que nous communiquons avec une sonde qui est autour de Jupiter, nous envoyons un signal dans l'espace, le signal ne s'arrête pas à la sonde, il continue. Donc si quelqu'un écoute, regarde, observe les systèmes solaires avec des antennes radio, peut détecter des signaux artificiels et comprendre que ce ne sont pas des signaux naturels, et donc comprendre qu'il y a quelqu'un bien qui les a faits. Nous écoutons depuis une trentaine d'années, ou même plus peut-être, les ciels à la recherche de signaux artificiels, et on n'a jamais rien trouvé. Donc, ça peut s'expliquer, je pense, justement, par ces grandes distances. Et donc, les grandes distances estompent les signaux, parce que tout signal s'affaiblit comme l'inverse du carré de la distance. Et donc, si le système solaire est rare et une autre étoile qui abrite un système comme le système solaire, un système habité et très loin, ben les signaux qui peuvent nous arriver sont très faibles. En plus, au ça, il faut rajouter la question du synchronisme. Donc, nous émettons des signaux dans l'espace, mais on ne fait pas ça depuis tout le temps. Les premiers signaux radio ont été envoyés en 1901 par Marconi. Mais en réalité, on envoie des signaux suffisamment puissants dans l'espace seulement depuis l'épopée lunaire, donc les années 60. Donc, depuis 50 ans seulement. Mais la Terre a 4,5 milliards d'années. Et c'est seulement depuis 50 ans qu'on envoie des signaux dans l'espace. Alors, pendant combien de temps on va le faire? Je ne sais pas, j'en sais rien. Est-ce que la civilisation va perdurer 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années? Je ne sais pas, vu qu'on maltraite notre planète, je ne pense pas qu'on ira très très loin. Et donc, c'est quand même une parenthèse, sans doute très très courte, par rapport à la vie d'une étoile et de son système planétaire. Donc, pas seulement il faut détecter des signaux qui viennent d'ailleurs, qui sont faibles, qui sont envoyés depuis des grandes distances, mais il faut en plus être à l'écoute au bon moment où le signal est envoyé. Et donc, si vous faites encore tous les produits de probabilité, la probabilité de détecter quelque chose est infime, et à mon avis, ça explique complètement le fait qu'on n'ait jamais rien détecté, et donc les paradoxes de Fermi. Mais vous pourrez dire, mais on n'est pas du tout d'accord, là tu retombes encore une fois dans le géocentrisme, donc tu vas chercher pour trouver la vie, tu veux qu'il y ait un système solaire, un système planétaire équivalent du système solaire, qui abrite une planète équivalente à la Terre, donc tu as une vision trop géocentrique de ce qui pourra être une planète habitable. Et ça, c'est une très bonne objection. Effectivement, on pourrait concevoir que la vie se développe autour de planètes qui sont très différentes de la Terre, dans ce qu'on appelle des mondes exotiques. Et donc, dans cette partie finale de mon exposé, je vais un peu vous parler de mondes exotiques qui pourraient abriter la vie. Et là, on vient aux super-terres, parce que parmi toutes les planètes qu'on a découvertes aujourd'hui, c'est les super-terres, les meilleurs candidats, tout en étant différents de la Terre, pour pouvoir, certaines d'entre elles au moins, abriter la vie. Certainement, on ne s'attend pas à un développement de la vie dans des planètes géantes de type Jupiter. Alors, voyons un peu mieux, un peu plus, ce que sont ces super-terres. Donc, ces super-terres sont des planètes typiquement rocheuses, et souvent, elles sont multiples autour de la même étoile, donc forment des mini-systèmes planétaires assez semblables au système des planètes telluriques dans notre système solaire. Donc, ces dessins
vous montre, par exemple, pour un système spécifique, Kepler 62, les systèmes, donc il y a 5 planètes, et les compare à notre système solaire interne. Alors, c'est un dessin qui est doublement à l'échelle. Les orbites sont à l'échelle par rapport aux orbites de nos planètes telluriques. Donc, vous voyez que 3 des 5 planètes ont des orbites vraiment minuscules. 2 sont des orbites un peu plus distantes, une comparable à l'orbite de Mercure et l'autre comparable à l'orbite de Vénus. Et les tailles des planètes, là c'est des dessins, ce n'est pas des images, sont à l'échelle par rapport aux tailles de nos planètes telluriques. Donc vous voyez bien que les super-terres portent bien leur nom, hein, sont des grandes terres par rapport à la taille de la Terre. Mais là par exemple, il y a une sorte de super-Mars, hein, une planète qui est un peu plus petite que la Terre. Et ces planètes-là ont typiquement aussi des orbites assez circulaires et coplanaires. Donc vraiment, c'est des systèmes pas trop différents du système interne du système solaire, du système des planètes telluriques. Alors, est-ce que certaines d'entre elles pourraient abriter la vie? Bon, pour abriter la vie, les biologistes nous disent qu'une condition nécessaire est qu'il y ait de l'eau liquide. Parce que les biologistes n'arrivent pas à concevoir des réactions chimiques qui permettent aux vivants de se développer sans l'eau liquide pour un tas de bonnes raisons. Et donc, il faut que pour qu'une planète puisse abriter de l'eau liquide à sa surface, que la planète soit à la bonne distance par rapport à l'étoile centrale. Si la planète est évidemment très proche de l'étoile centrale et très irradiée, il fait très très chaud, toute l'eau évapore, et donc il n'y aura pas d'eau liquide à la surface. C'est le cas par exemple de Vénus. Vénus avait sans doute de l'eau à sa surface, mais elle est trop proche du Soleil. L'eau a évaporé, partie dans l'atmosphère, ensuite a été dissociée par la radiation solaire, l'hydrogène est parti, et donc aujourd'hui il n'y a plus de traces d'eau sur Vénus. Si vous êtes trop loin, c'est le problème inverse. Il fait trop froid, donc tout gèle, vous avez une grande banquise, il n'y a pas de l'eau liquide, mais donc la vie ne peut pas se développer non plus. Donc il faut être à la bonne distance, et cette bonne distance, bon, à des bords, ça dépend un peu des caractéristiques de la planète, de son atmosphère, ce n'est pas des bords nets qu'on peut calculer, mais grosso modo, c'est une zone de distance intermédiaire, et la Terre, évidemment, se trouve en plein dedans. Alors pour la petite histoire, les soleils se réchauffent, parce qu'elles évoluent comme étoiles. Hein. En brûlant ce combustible nucléaire, les soleils se transforment. Et donc, se réchauffent sans cesse. Et donc, ça veut dire que la zone habitable, tout doucement, s'éloigne du soleil. Donc, on est en zone habitable aujourd'hui, mais pas pour toujours. La Terre va sortir de la zone habitable d'ici 2 milliards d'années. Donc, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique dont on discute. Hein. C'est des réchauffements sur des temps cosmiques très très longs, les milliards d'années. Ce n'est pas du tout le réchauffement climatique à l'échelle d'un siècle qu'on discute, qui est d'origine anthropique. Mais il y a aussi cet inexorable réchauffement climatique dû au réchauffement de l'étoile. Donc, la Terre est une planète habitable aujourd'hui. Elle a été pendant 4 milliards d'années, mais ne le sera plus dans un futur proche, entre guillemets, parce que 2 milliards d'années, ce n'est pas tout à fait demain. Donc, où est-ce qu'est la zone habitable? Ça dépend de la brillance de l'étoile, évidemment. Donc, si vous êtes autour d'une étoile comme le Soleil, la zone habitable se trouve à peu près à la distance Terre-Soleil. On est en plein dedans. Mais si vous êtes autour d'une étoile qui est très massive, très massive et donc très brillante, c'est quand vous êtes près d'une cheminée avec un grand feu, donc il fait très chaud. Et donc, pour avoir la même température, vous devez aller plus loin. Et si par contre, vous êtes autour d'une étoile qui est petite et faible, donc c'est comme un petit réchaud, mais pour avoir la même température, vous devez aller tout près du réchaud. Et donc, la zone habitable, la distance de la zone habitable à l'étoile centrale dépend bien de la luminosité, de la température, de la masse de l'étoile. Et donc, si on va autour des étoiles de faible masse, de faible luminosité, la zone habitable est proche à l'étoile centrale. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est là, à cette distance-là, qu'on découvre le super-Terre. Donc, le super-Terre autour d'une étoile de type solaire, voire plus massive que le Soleil, il n'y a pas photo, ils ne sont pas habitables, ils sont trop près de l'étoile, ils sont grillés, ils sont hyper chaudes, pas de moyens. Mais les planètes, les super-terres qui se trouvent autour des petites étoiles, elles ont pile poil la bonne distance pour abriter l'eau liquide à leur surface. Et donc, c'est ce qu'on appelle les super-terres habitables, dont de temps en temps vous entendez parler dans la presse. Et on en connaît des super-terres habitables. Par exemple, autour d'une étoile qu'on appelle TRAPPIST, parce que ce système a été découvert par les collègues belges, donc voilà. TRAPPIST, donc c'est une petite étoile qui a un quart de la masse du Soleil, si je ne me trompe pas. Il y a 7 super-terres. Et ces dessins, encore une fois, vous montrent ces planètes à l'échelle, la taille des planètes à l'échelle de la taille de nos planètes à nous.
Et là, c'est les orbites des planètes, mais elles ont été agrandies 25 fois pour voir quelque chose. En réalité, c'est un mini-système, vraiment très, très, très près à l'étoile centrale. Mais vu que l'étoile centrale est si petite et si faible, il y a non pas une, mais 3 planètes de ces systèmes qui sont en zone habitable. Donc, si être en zone habitable était impliqué avoir de la vie, là, on pourrait même avoir non pas une planète qui a de la vie, mais 3. On peut imaginer des civilisations qui font des voyages interplanétaires, on va voir les voisins sur d'autres planètes, etc. Ça peut être très fascinant. Il y a, même autour de l'étoile la plus proche de nous, donc Proxima Centauri, qui est aussi une étoile naine, donc qui est pas brillante, qui n'est pas très chaude, ben, il y a une super Terre dans la zone habitable. Et c'est l'étoile la plus proche de nous, c'est 4 années-lumière seulement. Donc 4 années-lumière, bon, c'est vraiment la banlieue du Soleil, ça fait un peu loin, mais ce n'est pas interdit d'envisager, d'explorer de tels mondes. Les scientifiques, des sérieux, on commence à imaginer par exemple des nanosatellites qu'on pourrait propulser à l'aide d'un rayon laser et qui pourraient voyager, atteindre des vitesses de l'ordre du quart de la vitesse de la lumière. Donc pour aller là, c'est 4 années-lumière, si on voyage en quart de la vitesse de la lumière, on y arrive en 16 ans. 16 ans, c'est long, mais ce qu'on fait pour les sondes interplanétaires, c'est pareil. Quand on envoie une sonde vers Pluton, on l'envoie aujourd'hui, ben, la sonde JUICE qui vient de partir arrivera en 2031 sur Jupiter. Hein. Donc voilà, on a l'habitude de patienter, donc on pourrait patienter. Alors le problème est si on envoie une sonde à un quart de la vitesse de la lumière, va rencontrer la planète à un quart de la vitesse de la lumière, elle ne peut pas freiner, il faudrait qu'une autre civilisation envoie notre laser en sens inverse. Et sans doute, bon, on ne sait pas s'il y en a. Donc voilà, ce sera une rencontre proche, vraiment très très court. Et puis bon, il y a des problèmes de communication, etc. Donc, ce n'est pas demain qu'on fera cette expérience, mais avec le développement de la technologie, disons, c'est des choses qu'on pourrait commencer à explorer un jour. La vraie question est, est-ce que ça suffit d'être en zone habitable pour être habité? Est-ce que donc c'est une condition nécessaire, mais est-ce que c'est aussi une condition suffisante? Et ces planètes en zone habitable si proches à l'étoile centrale ont beaucoup de bizarreries. Par exemple, vu qu'elles sont si proches à l'étoile centrale, à cause des forces des marées, sans doute ces planètes montrent tout le temps la même face à l'étoile. Un peu comme la Lune nous montre tout le temps la même face à la Terre. La Lune a 2 faces, mais nous en voit une seule parce que la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse avec laquelle elle tourne autour de nous, de la Terre, et donc finalement, elle nous montre toujours la même face. Alors, si une planète montre toujours la même face à l'étoile, ben, il y aura un hémisphère qui est chauffé par la lumière de l'étoile, l'autre qui est dans la nuit pérenne, donc l'hémisphère il fait chaud, l'autre il fait froid, donc on a beau dire qu'en moyenne c'est la température pour avoir l'eau liquide à la surface, mais en réalité c'est la moyenne entre 2 extrêmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'eau liquide existe entre les deux, donc là où il y a un coucher de soleil pérenne, ou est-ce qu'il y a des forts vents qui redistribuent l'énergie du soleil de l'hémisphère éclairé vers l'hémisphère nocturne? Dans ce cas-là, c'est des vents, des tempêtes, donc la vie qui se développe a intérêt à être dans le sol, parce que les vents vont être très très forts. Donc c'est quand même des planètes exotiques. On n'est pas trop habitué en pensant à notre propre planète, à la Terre. En plus, ces étoiles de faible masse ont le mauvais goût d'être, surtout dans les phases jeunes, très actives, avoir des éruptions. Ils envoient beaucoup de rayons UV et des rayons X. Et les rayons UV et les rayons X sont très nocifs pour la vie telle que nous la connaissons. Hein. C'est pour ça qu'on met des crèmes solaires, on ne passe pas beaucoup de radio à l'hôpital. On cherche à limiter parce que c'est nocif pour la vie. Alors, est-ce que la vie ailleurs pourrait être résiliente à ces rayons UV et X? Est-ce que peut-être ce bombardement en rayons UV et X va booster, va accélérer l'évolution des espèces parce que va créer beaucoup plus de mutations génétiques? On n'en sait franchement rien. Après, il y a des soucis de composition. Donc, on a bien dit, bon, une planète en zone habitable, si elle a de l'eau, elle peut être liquide en surface, mais encore, il faut avoir de l'eau. Donc, on ne peut pas dire que toutes les planètes aient de l'eau. Et s'ils ont de l'eau, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Parce que s'il y a trop d'eau, il y a des choses bizarres qui se passent. Donc, sur la Terre, bon, vous êtes sur une île, j'habite à Nice, on a l'habitude de voir la mer, hein, mais en fait, l'eau est très peu sur Terre. Seulement les 0,02% de la masse de la Terre est fait d'eau. Donc le reste des roches. Donc c'est très peu. Et c'est grâce au fait que c'est peu, bon voilà, il y a cet océan superficiel, donc l'épaisseur moyenne est 4 km, et bon voilà, dans lequel la vie s'est développée sans souci. C'est une super Terre.
Donc si la super-Terre a aussi peu d'eau, disons moins d'1% de sa masse est en eau, on peut imaginer que l'eau va se retrouver en grande partie en surface et, si la planète est en zone habitable, former un océan superficiel. Mais imaginez une Terre qui ait beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Par exemple, une Terre qui s'est formée au-delà de la ligne des glaces, une super-Terre qui s'est formée au-delà de la ligne des glaces, elle a migré au bord interne du disque. Donc du coup, elle n'aura pas 0,02% d'eau, elle aura 50% d'eau. Donc c'est une quantité d'eau gigantesque. Alors, elle est en zone habitable, donc la partie superficielle sera liquide. Mais vous savez, l'eau a une pression monstre. Hein. Vous plongez 10 mètres, c'est une pression atmosphérique. 20 mètres de pression atmosphérique. Si vous avez beaucoup d'eau, vous avez un océan qui, en principe, est profond des centaines de kilomètres. Donc, il y a une profondeur gigantesque au fond. Et si vous comprimez l'eau suffisamment, l'eau gèle. Donc, elle devient de la glace. Il y a deux façons de faire la glace. Vous pouvez refroidir l'eau, c'est ce que vous faites dans les frigos. Ça donne des glaçons à faible densité qui flottent. Mais vous pouvez aussi comprimer l'eau. Elle devient de la glace à haute densité qui coule. Et donc, on pense que ces planètes-là vont avoir une couche liquide et au-dessus d'une épaisse couche de glace qui sépare l'eau liquide de la vraie surface de la rocheuse de la planète. Et ça pourrait être un problème, parce que l'eau, en soi, est stérile. Et pour pouvoir alimenter la vie, il faut que l'eau, il y ait des nutriments qui vont dans l'eau, et ces nutriments viennent de l'érosion des sols, des continents, favorisés par exemple par les marées, par les vagues, etc. Mais si votre eau est séparée par une couche de glace de la roche, de la surface, ben évidemment, c'est très difficile d'avoir ces nutriments, ces minéraux dans l'eau pour pouvoir alimenter la vie. Peut-être qu'il y en a qui pourraient arriver par le biais des météorites ou des choses comme ça, mais pas l'érosion du sol. Mais ça, ce n'est pas seulement un dessin théorique, hein. Ça arrive dans notre système solaire aussi. Par exemple, la lune Ganymède, qui est une lune autour de Jupiter. Bon, c'est le plus grand satellite du système solaire. Il y a beaucoup d'eau, 50% de sa masse est fait d'eau, parce que c'est formé au-delà de la ligne des glaces. Évidemment, c'est un satellite très lointain, donc il y a une banquise à la surface, parce qu'il est loin du Soleil. Mais en dessous de cette banquise, on sait qu'il y a un océan liquide. Mais en dessous de l'océan liquide, on sait qu'il y a une couche de glace, justement à haute pression, qui sépare la couche liquide de la vraie surface du satellite. Et donc, ceci pourrait arriver autour de beaucoup de super-terres. Et après, on pourrait continuer comme ça. Par exemple, si les super-terres se font très vite et migrent, elles peuvent capturer une atmosphère d'hydrogène et d'hélium, comme Uranus et Neptune. Alors, est-ce qu'on peut développer la vie là-dedans? Oui, pourquoi pas. Mais la vie restera toujours au niveau élémentaire. Sur notre Terre, les premières formes vivantes ont produit de l'oxygène qui est parti dans l'atmosphère, ont oxygéné l'atmosphère, et ceci a permis à des mutations dans le développement de la vie et la naissance d'êtres qui utilisent la respiration cellulaire. Donc, ils utilisent l'oxygène pour produire de l'énergie qui est extrêmement plus efficace que toutes les autres formes pour produire de l'énergie. Donc, la vie s'est complexifiée du moment où l'oxygène est arrivé dans l'atmosphère et les êtres vivants ont appris à utiliser cet oxygène. Dans une planète qui a une atmosphère d'hydrogène, ben vous ne pourrez jamais oxyder cette atmosphère. Par exemple, si vous avez des cyanobactéries qui produisent l'oxygène, à l'instar sur la Terre primitive, l'oxygène va dans l'atmosphère, va se combiner avec l'hydrogène, forme de l'eau, et votre atmosphère ne s'oxygénera jamais. Donc vous pouvez avoir des cyanobactéries pendant toute la vie de la planète, mais jamais développer des formes de vie complexes qui ont besoin de la respiration cellulaire pour s'épanouir et se développer davantage. Il y a des problèmes de stabilité climatique, parce que le Soleil, comme toutes les étoiles, s'échauffe au fur et à mesure que les temps passent. Donc ça veut dire que l'irradiation qu'une planète reçoit change continuellement. Et la Terre, elle, a su s'adapter et garder toujours une température de surface capable de maintenir de l'eau liquide à la surface, sauf peut-être de brefs épisodes de glaciation complète. Et ceci est grâce à ce qu'on appelle les cycles du carbone. Et le cycle du carbone a lieu grâce au fait qu'il y a une tectonique des plaques sous la Terre, et donc on est capable de recycler le carbone et l'enfouir dans les manteaux. Tout le carbone annexé va être enfoui dans les manteaux, et donc dans le passé, quand le Soleil était faible, il y avait beaucoup d'anhydride carbonique dans l'atmosphère. À fur et à mesure que le Soleil s'échauffe, l'anhydride carbonique a plutôt été enfoui dans les manteaux.
Et bon, évidemment, si le Soleil se chauffera suffisamment pour que même avec zéro anhydride carbonique, il fera trop chaud, ben, la Terre sortira de la zone habitable. Or, la Terre est la seule planète que nous connaissons dans notre système solaire qui a une tectonique des plaques. Vénus, une planète à la même taille de la Terre, n'a pas de tectonique des plaques. Aucun satellite que nous connaissons a tectonique des plaques, pas sur Mars, pas sur Mercure. On ne sait pas si les super-terres peuvent avoir une tectonique des plaques ou pas. S'ils n'ont pas une tectonique des plaques, ce n'est pas clair, ce n'est pas certain qu'ils puissent adapter leur climat au fait que l'étoile haute se réchauffe progressivement. Et donc voilà, le résultat est qu'on ne sait pas, bien sûr. Et donc, voici mes conclusions pour résumer. Donc, on sait aujourd'hui, grâce aux observations découvertes depuis 1995, que pratiquement toutes les étoiles sont entourées des planètes. On sait aujourd'hui que le système solaire, à différence de ce qu'on pensait auparavant, n'est pas du tout le système planétaire typique, au moins de 0,01% des cas. C'est les super-terres autour des étoiles de faible masse qui, pour le moment, sont les meilleurs candidats à être habitables. Et comme on a vu, il y en a une tout proche de chez nous, seulement 4 années-lumière. Mais il n'est pas sûr que ces super-terres habitables soient vraiment adaptées au développement de la vie. Et donc là, il faudra comprendre, il faudra étudier. Donc la feuille de route est de caractériser l'atmosphère de ces super-terres. Et ça est en cours. Avec ces grands télescopes, le JWST, James Webb Space Telescope, qui a été envoyé Noël 2021 dans l'espace, qui commence à être opérationnel, on commence à sonder les atmosphères de certaines super-terres pour voir de quoi elles sont composées. Est-ce qu'elles sont composées d'hydrogène, est-ce qu'il y a de l'oxygène, etc., d'hydride carbonique. Et on commence par exemple à observer les planètes trappistes pour voir de quoi elles sont faites. Alors JWST est un grand télescope, super, mais toute la communauté veut l'utiliser, donc il y a une forte compétition pour avoir des observations. Et c'est pour cela que l'Agence spatiale européenne va lancer un satellite dédié qui s'appelle Ariel, et que lui, ça fera que des atmosphères de super-Terre, mini-Neptune. Et donc toutes ces observations vont nous donner des indications vraiment importantes sur la nature physique de ces planètes super-Terre. Et en plus, toujours l'Agence spatiale européenne va envoyer en 2026 un autre télescope spatial qui s'appelle Plateau, qui lui a comme mission de découvrir des terres habitables autour d'étoiles de type solaire. Et donc là, on commencera à voir des planètes pas autant exotiques, donc des planètes qui sont suffisamment loin de l'étoile pour avoir une rotation, ne pas montrer toujours la même face à l'étoile, être suffisamment distant par rapport aux éruptions X et UV. Et donc, on verra vraiment quelle est la fréquence des planètes un peu plus semblables à la Terre autour des étoiles de type solaire. Et après, gardons à l'esprit que même quand toutes les conditions sont réunies, donc vous avez l'eau liquide, vous avez la bonne distance, vous avez la bonne composition, etc., les passages de la chimie organique au vivant restent toujours mystérieux. Il y a beaucoup de biologistes et chimistes qui travaillent sur cette discipline, mais pour le moment, vraiment, c'est qu'est-ce qui permet de générer les premières cellules reste un mystère. On ne sait pas si ce passage est quelque chose qui a lieu facilement ou si c'est un autre événement à très faible probabilité. Et donc, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, en fait, je tiens à terminer en disant que en fait, le gouvernement vient de financer un très grand programme de recherche sous 7 ans, bien doté, 45 millions d'euros, qui a comme objectif de comprendre l'origine des planètes et de la vie. Et donc, dans le cadre de ce programme, on va développer toute une série d'instruments nouveaux et innovants qui permettront à la science d'avancer grandement sur ces questions. Et donc, je vous remercie et je suis à votre disposition pour l'éclaircissement.